Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, 45 minutes pour partir à la rencontre d'une personnalité de notre région. Mon invité du jour est un homme de la nuit qui carbure à l'électro depuis plus de 20 ans. C'est aussi une figure majeure de la vie culturelle lyonnaise et qui sait, nous lui demanderons tout à l'heure, peut-être un acteur important de la vie politique à Lyon. Vincent Carry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Nuit Sonore, un festival dédié aux musiques électroniques. Quelques chiffres pour mieux cerner l'ampleur de l'événement. C'est la 12e édition, 5 jours de concerts, 160 groupes ou artistes programmés et plus de 100 000 spectateurs l'année dernière. En 2003, quand vous avez créé ce festival, est-ce que vous vous imaginiez un jour qu'il prendrait cette ampleur-là et qu'il deviendrait un rendez-vous important pour la musique électro en Europe ? Non, on était assez modeste quand on l'a lancé. On n'avait pas d'ambition aussi colossale que celle-ci, mais on savait quand même qu'il y avait de la place pour un événement à Lyon de cette nature, parce qu'il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis, quoi. C'était la bonne ville, le bon moment, il y avait tous les acteurs culturels, il y avait les labels, il y avait les artistes, et il y avait une demande, on sentait qu'il y avait une envie du public. C'était une ville qui avait été un peu une ville martyre de la techno pendant de nombreuses années, hein. C'était une ville qui n'avait pas réussi à trouver la faille pour pouvoir organiser des événements culturels. Et donc il y avait une attente qui était assez puissante. Et le Nuit Sonore a traduit, ça a réglé une affaire de frustration aussi de cette ville par rapport à ça. Alors pourtant, certains Lyonnais ne connaissent pas encore Nuit Sonore. Vous allez le voir, on en a rencontré quelques-uns il y a quelques jours, rue de la République. Écoutez. Les Nuits Sonores qui ont lieu le 8 décembre. Non, ça c'est la fête des Lumières, ça. Ah, non, alors non. Je crois que c'est un des meilleurs festivals d'électro qui existe en Europe, je crois. Donc du coup, j'y vais pour la première fois cette année. Ouais, je suis content. À Lyon, on en entend beaucoup parler. C'est très connu. Enfin, je ne suis pas de Lyon et je connaissais avant de venir sur Lyon quand même. On passe un bon moment, c'est cool, c'est festif, on se prend pas la tête et voilà. C'est une bonne ambiance, moi j'aime bien. Je suis allée aux apéros sonores, surtout parce que c'était gratuit. Et après, les nuits sonores, c'est super, mais c'est un peu trop cher pour moi. C'est plutôt une bonne initiative, ça s'est varié sur les artistes. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est peut-être un peu le prix des places. C'est peut-être un petit peu excessif pour un événement qui est subventionné. La musique, la programmation, c'est pas ma tasse de thé, mais je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il faut que cette musique-là soit un peu plus connue. J'ai jamais entendu parler. Et vous, monsieur, vous connaissez les Nuits Sonores ? Non, pas du tout. On n'est pas moderne. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent Carry ? J'ai l'impression que les jeunes, globalement, ont l'air de connaître. Ça fait plaisir. Après, il y a une double interpellation sur le prix des places. Bon, je peux en dire quelques mots, hein. On est un festival qui, effectivement, a un soutien public à hauteur de 20% de notre budget. Donc, ça nous donne une responsabilité sur les prix. La France est un pays où les festivals sont relativement peu chers, hein. On est très très loin des prix qu'on atteint dans le reste de l'Europe. Particulièrement Nuit Sonore n'est pas un festival cher. C'est un festival en plus dont une très large partie de la programmation est soit gratuite pour toute la partie extra, apéro, carte blanche, la journée de clôture, le Sunday Park, etc. Ou très peu cher, comme la nuit du jeudi où les entrées sont à 3 €. Après, voilà, sur les grands concerts, les places dépassent 30 €, mais par rapport au prix des concerts qu'on voit aujourd'hui sur les grandes salles à Lyon, il me semble que ça me semble raisonnable. Mais bon, voilà. Alors, on va revenir peut-être sur cette question tout à l'heure. Mais d'abord, on va faire un petit tour en régie où on va retrouver Antoine Oricelli qui piaffe d'impatience. Ça sera l'invité de notre deuxième partie de La Voix est libre à 12h05 tout à l'heure, juste après le Flash Info. Il piaffe d'impatience parce que, cher Vincent, vous accueillez cette année un groupe qui va lui rappeler sa jeunesse, alors. Oui, justement, cette programmation, on en parlera juste après le journal de midi, donc la programmation 2014. Mais pas que la programmation, nous parlerons aussi de l'évolution finalement de ce festival, 2003-2014, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, on essaiera aussi de parler des lieux du festival, parce que ça, je sais que Vincent Carry y tient particulièrement. Il le fait de lui-même d'ailleurs, il parle beaucoup des endroits qui comptent quasiment autant que la musique. À tout à l'heure. Merci Antoine, à tout à l'heure. Alors Vincent Carry, votre trajectoire personnelle est bien sûr indissociable du formidable succès rencontré par les Nuits. Ancien disquaire, ancien journaliste, vous vous occupez donc des Nuits, de l'association Artifarty, de la salle Le Sucre à la Confluence. On vous retrouve également au Transborder, je crois, et puis à la Gaieté Lyrique à Paris. Vous êtes partout en fait. Non, on est dans une logique qui est assez commune aujourd'hui, je dirais,
un peu d'écosystème, c'est-à-dire que sur chacun de ces projets, j'occupe des fonctions et des rôles qui sont très différents. À la Gaîté Lyrique, je suis conseiller artistique, c'est-à-dire que je n'interviens absolument pas sur le pilotage du lieu, ni sur la gestion, ni sur son financement, ni sur sa stratégie. Je suis vraiment conseiller sur les contenus et sur l'évolution artistique, culturelle du lieu. La Gaîté et Nuits Sonores sont très interconnectés, il y a beaucoup d'échanges. On travaille ensemble par exemple sur Tanger en ce moment. Nuits Sonores fait un festival à Tanger au Maroc. On va accueillir Tanger à la Gaîté Lyrique. Bon, ça nous donne l'occasion de faire des coproductions, de travailler avec des artistes sur des artistes ensemble. Sur le Transborder, je suis dans le conseil d'administration du lieu. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment Cyril Bonin qui est le directeur, qui gère le lieu au quotidien. Moi, je suis disons plus que là vous êtes pour un peu l'homme de la musique de Lyon, quoi. Ouais, je sais pas, je cherche pas à incarner ça particulièrement. En tout cas, si on doit incarner quelque chose, et franchement, je pense qu'on le fait de façon très collective, je suis un peu le porte-parole d'une équipe, mais on essaye plutôt d'incarner les cultures indépendantes dans leur diversité. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs à Lyon, on n'est pas les seuls. Maintenant, on a un succès et puis une antériorité, je dirais, qui fait qu'on a une visibilité qui est peut-être plus importante que d'autres acteurs, mais voilà, il faut rester en tout cas dans un esprit collégial, je pense. Alors, vous avez également été président du comité de soutien de Gérard Collomb pour sa réélection lors des dernières municipales. En 2007, c'est vous qui étiez chargé de défendre la candidature de Lyon comme capitale européenne de la culture en 2012. Est-ce que vous êtes un homme politique ? Je suis un citoyen, en tout cas, ça c'est sûr, engagé. Un peu militant quand les circonstances l'exigent. Ce qui m'a poussé à entrer dans ce comité de soutien et à le présider, c'est d'abord une invitation de Gérard Collomb. J'ai accepté parce que je considère que c'est un bon maire, qu'il a fait du bon boulot pour cette ville et je suis content qu'il puisse continuer cette action. C'est aussi le fait qu'il y a un vrai problème d'engagement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on a atteint un niveau de défiance pour le politique des citoyens qui est assez alarmant. Qui pose de sérieux problèmes, je pense, de politique à terme. Et je pense qu'il faut que les gens qui représentent quelque chose dans la société civile, qui en sont des acteurs, s'engagent, voilà. Et pas forcément dans le champ des partis. Moi, j'ai jamais été encarté dans aucun parti. Je n'ai pas fait ça pour être élu. Je n'ai pas fait ça pour avoir un poste. D'ailleurs, je n'en ai aucun et je n'en veux pas. J'ai fait ça simplement parce que, voilà, pour un homme politique que j'apprécie, que je trouve intègre et intelligent, et parce qu'il y a une nécessité d'engagement. Alors, soutien à Gérard Collomb, donc, mais pourtant, vous vous êtes toujours montré très critique envers les politiques d'aide à la culture mises en place en France, voire même à Lyon. Vous parlez même d'omerta absolue sur le fait que 90% des moyens publics de la culture vont vers une population ultra minoritaire. Alors, faut-il remettre en question la répartition de l'argent public dans le domaine culturel ? Eh bien, pour en parler, nous accueillons un autre patron de festival, Mathieu Diez, qui dirige depuis 9 ans Lyon BD Festival, qui aura lieu donc du 14 au 15 juin prochain. C'est une manifestation qui a priori, bonjour d'ailleurs d'abord, c'est une manifestation qui a priori paraît plutôt bien installée dans le paysage lyonnais, mais dont l'équilibre reste précaire. Oui, il reste précaire parce que si la manifestation effectivement s'est installée, on a quand même une historique de quelques copains qui montent un festival ensemble parce qu'on pensait qu'il y avait là aussi un terreau d'acteurs de la bande dessinée qui méritaient cette manifestation. Ça a été donc très progressif en fait, ça s'est développé d'année en année avec un programme qui s'est construit, mais une équipe qui encore aujourd'hui n'a qu'une personne et demie en équivalent temps plein. Des moyens limités par rapport à certains de nos confrères. Alors on marche à la passion, aux bénévoles, mais c'est vrai que la structure et la pérennité du festival sont vraiment le combat qui reste encore à mener. Vincent Carry, vous comprenez cette précarité malgré le succès, parce que je rappelle quand même que la dernière édition du Lyon BD Festival, c'est 35 000 visiteurs. Ah bah je la comprends d'autant plus qu'on l'a connue et qu'on la connaît encore. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, même Nuits Sonores aujourd'hui n'a pas de garantie absolue de pérennité. C'est-à-dire que pour un événement, il y a le bon côté de la chose. Il y a le fait de dire qu'on a notre indépendance parce qu'on est autofinancé à 80%, mais ces 80%, c'est une bataille homérique pour les trouver, pour les rassembler et pour les garantir dans le temps. Donc la précarité, je dirais qu'aujourd'hui, elle est commune à tous les acteurs non institutionnels de la culture. Vous la vivez aussi, cette précarité? Oui, complètement, parce qu'on passe une proportion de notre temps considérable dans la recherche de financement, à tout niveau, dans la recherche de modèles économiques qui permettent d'installer justement un petit peu et la manifestation, ce qu'on arrive à faire, et aussi la structure qui l'apporte. Donc c'est effectivement quotidien. Dès qu'on n'est pas, comme le dit Vincent, quelque chose d'institutionnel, d'implanté, qui bénéficie de moyens plus larges de la part des secteurs publics, on est confronté à ça quotidiennement. Alors vous me disiez en préparant cette émission que si un partenaire privé
se retire d'ici au début du festival mi-juin, le festival était purement et simplement annulé. Aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est qu'on est sur un modèle pour Lyon BD Festival de à peu près 50% de subventions publiques, 50% de privées, ce qui est déjà pas mal parce que c'est pas évident de générer des subventions privées. Quand je parle de précarité, en fait, c'est dans ces termes-là, effectivement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est limite, on est sur le fil, parce que si un acteur, un soutien important du festival se retirait, on n'aurait pas beaucoup de marge de manœuvre pour réagir vis-à-vis de ça. Et effectivement, tout de suite, les conséquences seraient un peu blanc, noir, binaire. On annule, c'est ça qu'on essaie de... C'est là qu'est le combat, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à maintenir, malgré des possibles retournements, dans une situation économique qui les voit se produire. Mais alors, par exemple, le rôle des collectivités locales là-dedans, c'est d'aider ce genre de festival. Elles vous ont aidé, elles continuent de vous aider, elles vous aident aussi. Bien sûr. Non, le problème n'est pas là. Et je pense que d'ailleurs, toutes les structures culturelles qui sont soutenues, nous en l'occurrence sur la ville de Lyon, c'est 12% de notre budget. Et on a la reconnaissance de ça et on assume particulièrement ce partenariat qui, par ailleurs, est d'ailleurs un bon partenariat. C'est pas le sujet aujourd'hui. Le problème, c'est que aux différentes échelles territoriales, c'est-à-dire à la fois au niveau des collectivités locales, encore plus au niveau de l'État, et dans une moindre mesure au niveau de l'Europe, on est sur des financements publics de la culture qui sont extrêmement importants, qu'il faut sanctuariser, y compris en période de crise, et j'allais dire d'autant plus en période de crise. C'est très important de garder ces moyens. En revanche, il est extrêmement important, parce qu'on est en période de crise, de repenser leur répartition. Et repenser leur répartition, ça veut dire mettre plus d'argent sur l'innovation, l'incubation, l'émergence, les cultures du 21e siècle, ce qui fait notre patrimoine d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui va faire qu'on va générer des acteurs, des créateurs, des artistes pour les 10, 20, 30 prochaines années, et pas seulement sur le patrimoine, les cultures institutionnelles, l'art lyrique, le théâtre public, etc., qui aujourd'hui concentrent finalement, accaparent 90-95% des moyens. Et aujourd'hui, là où on peut, où la force publique peut investir 300, 400, 500 millions d'euros sur des grands totems, des grands temples de la culture, musée des civilisations à Marseille, Philharmonie à Paris, etc., qui sont des projets très contestés politiquement, là où on arrive à débloquer ces moyens, on n'arrive pas à trouver 30 000, 40 000, 50 000 euros pour un festival, pour un label, pour une plateforme d'incubation, etc., pour des événements innovants aussi, parce que penser l'avenir en termes culturels, c'est aussi essaimer. C'est aussi penser à produire ce qui sera la culture des 20 prochaines années. Je suppose que vous partagez l'analyse. Oui, complètement. C'est cette disproportion, effectivement, d'aide publique sur les différents types de cultures, on pourrait dire, et de leur expression, elle est flagrante, et on ne peut que la regretter de notre côté, parce que surtout qu'on est des festivals qui ont des associations avec des forces bénévoles, créatives, des gens extrêmement impliqués, qui font, je dirais, qu'avec des moyens limités au regard de ce qui est versé dans de grandes institutions, on arrive à faire de belles choses, de grandes choses, à contribuer au rayonnement, à faire de l'innovation sur la culture. Et ça, c'est un des challenges qu'on a aussi. Donc c'est là qu'on regrette que ce ne soit pas un petit peu plus équilibré, oui. Alors je vais me faire l'avocat du diable un peu, mais ces grosses institutions qui accaparent, comme vous dites, une grosse partie du budget, c'est aussi des institutions qui font travailler beaucoup de monde, qui drainent beaucoup de spectateurs, qui participent au rayonnement de la ville, et puis surtout qui ont des retombées économiques assez importantes pour la ville. Mais bien sûr, mais le reste des acteurs culturels aussi ont des retombées économiques importantes pour la ville, et comme Mathieu le disait à l'instant, contribuent aussi au rayonnement, peut-être davantage d'ailleurs que ce qu'on peut penser. Moi j'ai la chance de faire partie du comité de pilotage d'une marque de marketing territorial qui est notre marque à nous, lyonnais, qui s'appelle Only Lyon, qui est un véhicule de communication de notre existence territoriale à l'international. On voit bien dans les études qui ressortent que les choses ne sont pas si évidentes que ça, en tout cas pas en proportion des financements. C'est-à-dire la contribution des acteurs indépendants au rayonnement, ou des acteurs privés, même dans un certain nombre de cas, par rapport à la contribution des institutions culturelles au rayonnement, la réponse n'est pas si évidente que ça. On voit que ça mériterait en tout cas un rééquilibrage. Je pense que personne ici n'est là pour vouloir couper des têtes ou être dans un modèle incandescent. C'est pas ça, hein. L'idée, c'est vraiment de parler, je partage le mot, de parler de rééquilibrage. Alors, dernier petit mot sur cette question. La solution, c'est quoi ? Vous me disiez au téléphone l'autre jour que le modèle, c'était quelque part pour vous un peu les nuits sonores, où du coup, les subventions publiques représentent une toute petite partie et le reste vient de ressources propres ou de partenariats privés. Les nuits sonores, c'est un modèle de développement, je l'avais dit à Vincent déjà par le passé, parce qu'on a vu l'évolution du festival, on a la nôtre, parce qu'on a vu la structure qui est installée aujourd'hui, les financements qui ont augmenté. Donc les solutions, il y en a plusieurs. C'est effectivement de l'autofinancement
effectivement avec des projets qui génèrent des recettes propres. Alors ça aussi, on en a parlé, c'est peut-être un peu plus facile de monétiser la musique que la bande dessinée. Ça, c'est un peu notre difficulté, parce que la bande dessinée, il y a des ventes d'albums, mais c'est pas là-dessus qu'on va vivre. La solution, donc, c'est des projets effectivement qui génèrent leur propre financement. Après, il y a l'envie de notre côté, on travaille à accéder à des subventions européennes sur des projets qui impliquent plusieurs pays, plusieurs structures dans plusieurs pays autour de la bande dessinée. Ça peut être des financements un peu plus conséquents que ce qu'on a au niveau local, ce qui nous permettra là aussi d'asseoir et la structure et la manifestation. Donc c'est cet ensemble de choses, et le privé, évidemment. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, utopiquement, on aimerait bien. Mais on est dans une période où les choses ne sont pas évidentes, et aujourd'hui, trouver des partenaires privés, des mécènes, c'est encore plus difficile qu'il y a quelques années, je pense. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un vaste sujet qui est assez compliqué. Alors, on va passer à une autre séquence de cette émission très importante. C'est la tradition un peu de cette émission. Notre invité est toujours soumis à une petite question extérieure. Celui qui va s'adresser à vous, Vincent Carry, s'appelle Francis Richer. Il dirige lui aussi un festival, Changer d'air, qui aura lieu une semaine plus tôt que le vôtre à Saint-Genis-les-Olières fin mai. Mais c'est plutôt en tant que responsable du département Musiques Actuelles au Conservatoire de Lyon et conseiller artistique régional pour le Printemps de Bourges qu'il s'adresse à vous. Bonjour Vincent, je travaille dans l'accompagnement depuis plusieurs années, je travaille avec beaucoup d'artistes lyonnais et je voulais savoir, comme beaucoup de festivals, Printemps de Bourges ou les Francophonies de La Rochelle, ont mis pas mal de choses en place pour l'accompagnement des artistes au niveau national. Vu la notoriété du Festival des Nuits Sonores et puis l'implantation des Nuits Sonores, je voulais savoir si vous vous sentiez également investi d'une mission d'accompagnement, de découverte, de relais des artistes locaux. Et si c'était le cas, quel dispositif avez-vous mis en place en termes par exemple d'échanges avec d'autres festivals européens, de diffusion ou de mise en avant d'artistes locaux? Voilà, merci. Vincent Carrier. C'est une très bonne question. Évidemment, la question des artistes locaux est une priorité absolue de Nuits Sonores depuis le début. On a en moyenne, depuis le début, sur l'ensemble du festival, entre 25 et 30% d'artistes locaux régionaux qui jouent sur Nuits Sonores. On a aussi une stratégie qui a consisté à toujours mettre au moins un artiste local sur l'ensemble des scènes, y compris les grandes scènes, ce qui a parfois été un challenge, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence esthétique, etc. On a toujours dit aussi que le fait d'être un artiste local ne suffisait pas, et que ce n'était pas une condition suffisante, mais qu'on privilégiait quand même les artistes locaux. Et on a créé pas mal d'outils. Le circuit électronique, par exemple, historiquement, était vraiment un lieu d'émergence d'artistes dans Nuits Sonores. Et puis aujourd'hui, pour répondre précisément à la question, à travers le programme Europe Créative de l'Union européenne, on est en train de mettre en place 2 dispositifs très importants sur l'artiste émergent européen et donc notamment l'artiste émergent local. Alors, des locaux, justement, on en a sur ce plateau. Marine et Lucas du groupe Erotic Market qui nous font la chance d'être avec nous et surtout de nous interpréter en live un morceau de leur premier album qui vient tout juste de sortir, Blablarians. On vous écoute. Tree, limping like a zombie, flashing with your OD, crying like a shadow. Tomorrow I borrow your soul upon tree, bow for your OB, bleeding with no duty, sinking like Monroe with no glow, like a dance with Jagger. Longing for the bitches, waiting for the muses. Let my brain chooses which cut, which bruises. Able to fill those whitish pages with pain and either reason, how to ease them, hedonism. Miss Mom, what you doing, Mom? In my lyrics, skip it. Paroxysm, terrorism, wisdom, skepticism, GM, like a Tunisian on the verge of a new civilization. Dizzy, busy, fizzy, out of a legion. It's time for a mobile intuition, not a small allegation, atonal illusion. Straight on, who cares if it's meaningless? Glossy net with sex let, but nevertheless, like a soul stress, who confess to growth? Don't you get slowlessness? This ain't no personal quest. My creativity can't take no rest. My life, I got a request. October, give me heat, I'll give you the rest. Give me heat, I'll give you the rest. Tree, slipping like a beauty, waiting for your OD, vectorizing shadows. Tomorrow I'll plagiarize your soul. Palm tree, slipping up your own beast, stand like a paparazzi. I suicide, I'm on royal chaos, self-medicated jackal. Rock, rock,
try, crack your brain. Better put on your flame again to be the frame for fame. Do you play the game? Do you need a bass train? Okay, press your vein. Better scream out your name again. Don't refrain, don't complain. Why? You need to feel pain. This is lame. 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 No. Don't be ashamed, shame to repeat 3 times the same. Say I know it's something again. But wow, it's the blame. Not me. Take the pain if you can be a man till it's when you're a fan. What's working and I ain't what's for 10 and then when I penalty, we don't give a damn. This is mental. The more I see, the more I fall into this black hole, fundamental, detrimental. Layman offices know it all. Stop, go to the mall. I'm a police, boys to the trolls. Drink it up with the girls. Fuck that beach music once for all. Once for all. Once for all. Once for all. Limping like a zombie, flirting with her OD, crying like a shower tomorrow. I borrow your sorrow palm tree, bow before you be bleeding being a duty, sinking like Monroe with no clothes, like a dance with Jocko. Palm tree, bleeding like a beauty, flirting with her OD. Back to rising shadows tomorrow. I played your Roger Sorrow palm tree, swooping up your own beast, standing like a paparazzi. I suicide, I'm on roll. Okay, you're self-medicated, Jocko. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre, Marine Lucas. Erotic Market, avec la sortie donc de ce premier album, Blablarian. Je suppose que vous vous connaissiez. Ils ont joué chez nous au Sucre il y a très peu de temps, quelques jours. Et puis il y a aussi une collaboration avec un artiste, un tandem de 2 frangins qu'on manage qui s'appelle Spitzer, qu'on manage depuis le début de leur carrière. Donc il y a une connexion aussi artistique entre eux. Alors, est-ce que ce premier album, c'est une fin en soi? Est-ce que vous avez galéré pour en arriver là? C'est une petite fin en soi. Après, un premier album, c'est quand même un début. Mais c'est le début, on espère, d'une plus grande aventure. Après, galérer pour arriver jusque-là, si je parle juste d'Erotic Market, le projet lui-même, je dirais oui, mais pas tant que ça. Par contre, si je parle de l'ensemble de ma carrière jusqu'à là, oui. Oui, vous avez connu plusieurs groupes, l'un et l'autre, c'est ça, avant d'arriver à ce duo et que ça marche. Ouais. C'est ça. Oui, on a 10 ans, enfin moi 10 ans de chant derrière moi, et Lucas avait plus. Ouais, bon, en gros on a tous les deux 10 ans d'expérience professionnelle et il a bien fallu 10 ans avant d'avoir quelque chose qui marche à échelle correcte, quoi. Alors on parlait de l'émergence des artistes locaux. Vous avez bénéficié de quelles aides? D'aides publiques, de collectivités, d'aides privées, de professionnels qui vous ont fait confiance? Comment ça marche en fait? Sur qui vous pouvez compter pour essayer de percer? On a eu l'aide de Jarring Effect, notre label, qui est aussi notre tourneur, et qui, eux, bénéficient d'aides de la ville, de la région, de sociétés privées comme la Spedidam, la DAMI. Donc oui, il y a beaucoup d'aides. Vincent Carry, ça fait partie de la mission des collectivités publiques d'accompagner des gens, des artistes comme Erotic Market? Évidemment, après c'est vrai que c'est délicat pour les collectivités d'accompagner directement les artistes, parce que fort heureusement d'ailleurs les collectivités n'ont pas de mission de direction artistique, c'est une bonne chose. Mais par contre il y a des organes relais, il y en a plusieurs effectivement. La ville de Lyon soutient, je ne sais pas dans quelle proportion, mais soutient en tout cas assez régulièrement Jarring Effect, et c'est une très bonne chose heureusement. À la région Rhône-Alpes, il y a un dispositif qui est un dispositif d'accompagnement à la production de disques, d'albums notamment, avec la commission phonographique du disque à laquelle nous siégeons d'ailleurs, pour accompagner la production d'albums faits en Rhône-Alpes.
Donc ça, c'est aussi un dispositif important. Il existe des dispositifs vraiment à tous les niveaux. Je dirais que c'est probablement au niveau de l'État que la politique sur les musiques actuelles ou l'émergence est la plus faible. Mais en tout cas, au niveau des collectivités locales et d'ailleurs au niveau de l'Europe, puisque Mathieu y faisait référence tout à l'heure, l'Europe, à travers le programme Europe Créative, est probablement le programme qui a la sensibilité la plus affûtée sur les enjeux vraiment d'aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal et parfois un peu surprenant. Alors en préparant cette émission, vous me disiez que en fait, pour émerger, c'est, j'allais dire facile. En tout cas, il y a des aides, il y a un circuit qui existe. En revanche, pour durer, c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai que, nous en tout cas en tant que musiciens et de l'expérience qu'on a pu avoir par le passé, il y a beaucoup d'aides pour l'émergence. Mais effectivement, une fois que le groupe est installé et qu'il s'agit de solidifier les bases et d'aller plus loin, de faire un travail plus en profondeur, et finalement c'est quand même là que les choses deviennent vraiment intéressantes artistiquement aussi, il y a beaucoup moins de choses, c'est sûr. Ouais. Marine, et du coup ce poids, vous le ressentez ? Vous vous sentez un peu porté, puis après lâché subitement ? Ouais, mais moi je trouve que c'est normal. À un moment, faut pas toujours attendre des subventions de tout le monde. À un moment, faut que ta machine elle tourne ou pas, quoi. C'est-à-dire que, c'est comme un enfant, et à un moment, faut le lâcher, quoi. Vas-y. C'est sûr que l'idée aussi, c'est que l'émergence permet normalement de trouver un public, et le public après permet de retomber à peu près sur ses pattes, d'avoir une économie qui peut marcher pour le groupe, et effectivement d'aller plus loin. Donc après, c'est sûr que si le public n'est pas au rendez-vous, là, on ne peut pas grand-chose, quoi. Donc après, des festivals comme Nuit Sonore vous mettent en avant, vous aident, et puis après, c'est à vous de faire le boulot. L'accompagnement, il a une durée limitée, quoi. Aujourd'hui, il y a deux moteurs de prescription. On est dans une période où l'émergence artistique a été totalement bouleversée. Ça, c'est un truc qui est quand même très important, parce que la prescription artistique, faire valoir ce qui est bien, ce qui est intéressant, montrer, etc., a été totalement bouleversé. Les médias s'intéressent très peu aux musiques indépendantes, particulièrement les médias généralistes, donc il y a un peu de médias spécialisés, mais tout est passé sur le web, qui est une fenêtre tout à fait maintenant exceptionnelle de diffusion, et ça c'est quand même une révolution absolument majeure. On s'en rend finalement pas assez compte comment ça a transformé l'industrie de la musique, et particulièrement pour les indépendants, parce que les petits, très entre guillemets, ont le même pouvoir de diffusion que des énormes majors il y a 10 ans, et ça c'est une révolution totale. Et la troisième point de compréhension un peu de ces processus d'émergence aujourd'hui, c'est que le disque est devenu économiquement anecdotique, c'est-à-dire que l'économie du disque n'existe plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait des disques ? Pas pour des raisons économiques, on les fait simplement pour avoir une existence, une visibilité, etc., pour pouvoir tourner, et c'est là que se joue l'économie. Ce qui veut dire que le face-à-face entre artistes et public, c'est considérablement raccourci. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un vis-à-vis, ils sont très en direct avec le public, à la fois sur le web, et à la fois dans le live, qui a repris une place très importante. Voilà. L'interface du disque, finalement, elle n'est devenue qu'un artefact de com', un peu. Une dernière petite question avant de nous quitter. Erotic Market, pourquoi ce nom ? C'est un hasard qui s'est transformé en blague et qui s'est transformé en truc sérieux. C'était un panneau, moi je cherchais un nom pour notre nouveau groupe, et je disais, j'étais en voiture et je disais, je m'en fous que ça s'appelle Marine quelque chose, il y avait Erotic Market, c'est à Vez, le magasin Erotic Market, vraiment, un vrai magasin avec des trucs dedans. Et la personne qui était à côté de moi me dit, franchement c'est bien. Et après je dis ça à Lucas, il me dit, franchement c'est bien. Donc voilà, après... Et puis ça fait vendre un peu comme nom. C'est un peu le but, du coup. Mais après, on est passé beaucoup dans les spams au début. Voilà. Mais non, après, ce qui nous intéressait, c'est, au-delà de la blague, c'est l'ambiguïté. Il y a érotique, donc l'amour, et market, la commercialisation. Et voilà, c'est des ambiguïtés qui nous parlent. Et là, vous êtes actuellement en pleine phase de commercialisation. Donc, je rappelle que Blablarians, premier album, vient tout juste de sortir. Et puis, on vous retrouvera mi-juin, je crois, aux Nuits de Fourvière, pour une soirée spéciale Jarring Effect avec votre label. Voilà, il est presque midi. Merci d'être venu dans La Voix est libre. Il est presque midi. Dans quelques instants, on se retrouve avec Vincent Carry et Antoine Auricelli qui nous attend en régie pour parler un petit peu de cette programmation des Nuits Sonores 2014. Il y a pas mal de choses à raconter, je crois. Mais d'abord, c'est le Flash Info présenté aujourd'hui par Frédéric Yop.
Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve ce soir à 19h. Deuxième partie de La Voix est libre, toujours en compagnie de Vincent Carry, le patron du festival électro Nuit Sonore de Lyon. Et on accueille tout de suite Antoine Oricelli pour le face-à-face. Alors France 3, Rhône-Alpes a toujours été très présent pendant les Nuits Sonores, dès la première édition. Antoine, vous êtes un fidèle parmi les fidèles, vous adorez la musique électro. Et comme nos téléspectateurs, eh bien, vous avez vu le festival grandir et devenir presque une entreprise. Oui, c'est un peu ça. Bonjour Vincent, ça fait effectivement 12 ans qu'on se croise dans diverses émissions. Alors juste avant de poser ma première question, je voudrais juste qu'on écoute et qu'on regarde quelque chose. C'est un mix finalement entre Nuit Sonore 2003, on appelait ça les Nuits Sonores à l'époque, et Nuit Sonore 2013. La musique électronique va se répandre dans la ville. 60 lieux, 68 artistes, 4 nuits, 5 jours. On est bien loin des rêves parties clandestines. Les Nuits Sonores, premières du nom, ont reçu le soutien des collectivités. C'est vrai que Lyon a été pendant très longtemps la capitale de la répression anti-techno, pendant de la fin des années 80 au milieu des années 90. Avec 103 000 spectateurs, record battu. Pour la petite histoire, on en comptait 15 700 en 2003. Gros succès notamment pour les nuits aux usines Brossette et pour le ping-pong, Laurent Garnier et Karl Cox aux subsistances. Super lieu, super son, super orga. On est au top. Au top, l'association Artifarty a définitivement installé son festival urbain. C'est vrai qu'aujourd'hui, Lyon a peut-être l'opportunité de renverser carrément la balance et de faire de cette ville, au contraire, peut-être la capitale de l'électro cool, et faite en bonne intelligence avec tout le monde et avec plein d'artistes et avec quelque chose de très vivant. Alors, est-ce que Nuit Sonore, est-ce que Lyon est devenue la capitale électro cool, en bonne intelligence avec tout le monde ? Je crois en tout cas qu'on a gardé l'état d'esprit initial, hein. Ça me fait marrer parce que je pense que j'ai plus changé que le festival finalement dans ses fondamentaux. Il a je crois, le même état d'esprit, la même intégrité aussi artistique. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs, c'est de n'avoir jamais cédé là-dessus, d'avoir jamais lâché sur l'artistique, de ne jamais aller sur le terrain commercial, d'être toujours resté festival très indépendant dans son esprit, dans sa structure financière, dans sa programmation. Et bon, après, évidemment, on a grandi, donc on s'est développé, on a inventé des nouveaux projets, on a créé le forum European Lab, on a créé un petit festival à Tanger, on fait maintenant du management artistique, on s'occupe de la carrière de Laurent Garnier, on a rejoint son équipe il y a un peu plus d'1 an. On a fait beaucoup de choses, voilà, on fait de la direction artistique pour la Gaîté Lyrique à Paris, pour le Sucre à Lyon. Donc on a aussi embauché des gens, c'est devenu effectivement une petite PME culturelle, d'une certaine façon. Ça veut dire que donc, Nuit Sonore est devenue une PME culturelle et Vincent Carry un chef d'entreprise. Oui, mais ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu Diez, c'est que aujourd'hui la bataille du financement, trouver des moyens, des ressources pour faire vivre ces projets artistiques et culturels, c'est une bataille du quotidien. Et c'est vrai que moi aujourd'hui je passe presque autant de temps à ça, essayer de trouver les moyens de faire vivre tous ces projets que sur le contenu. Et heureusement, on travaille en équipe, donc sur l'artistique notamment, Pierre-Marie, Violaine, José, etc. sont vraiment toujours très très impliqués dans la dimension artistique. Moi, malheureusement, je suis un peu moins aujourd'hui que je ne l'étais il y a 12 ans. Parce que voilà, il faut faire vivre ces projets, il faut trouver des solutions, il faut se battre. Il y a quand même 11 personnes qui sont en CDI, hein, c'est ça, chez Artifarty. Oula, plus que ça maintenant, on doit atteindre, je crois, 16 CDI. Voilà. Alors, on va maintenant aborder Nuit Sonore 2014. Juste avant de parler de la programmation, je voudrais qu'on écoute et regarde quelque chose. Alors Man Machine, Kraftwerk, on va commencer par le temps fort, c'est la fin en fait de Nuit Sonore 2014, mais je pense que c'est quoi Kraftwerk quand on s'appelle Vincent Carry, qu'on a monté un festival de musique électro, faire venir Kraftwerk c'est quoi, c'est une consécration ?
C'est un vrai bonheur, je pense, pour toute l'équipe, pour tout le public aussi, parce que c'était sans doute le groupe. Chaque année, on nous disait, alors, cette année, il y a Kraftwerk. Le buzz est parti au moins 4 ou 5 fois sur 4 ou 5 éditions. Des gens qui disaient sur les réseaux sociaux, ça y est, on le sait, cette année, ils seront là, etc. Et malheureusement, on était toujours obligé un peu de les frustrer, de leur dire, bah non, on n'a pas pu, c'est pas possible, etc. C'est très compliqué de faire venir ce groupe. Après, à titre personnel, c'est vraiment une aventure géniale, parce que moi, c'est les premiers vinyles que j'ai écoutés. Chez mes parents, j'avais Autobahn, j'avais Radioactivity, j'avais The Man Machine. J'ai créé une structure, ma première structure dédiée aux cultures électroniques, je l'ai créée en 1994. Au sortir d'une aventure de disquaire, on organisait un peu des raves à Lyon. On tenait un club qui s'appelait le Zoo. On avait fait une grande soirée qui s'appelait Cosmic Energy à la Altony Garnier en février 1994. Et j'ai créé la première agence d'artistes électro de Rhône-Alpes et elle s'appelait Man Machine. Voilà, c'était il y a pile 20 ans. Alors, moi, je suis pas aussi calé que vous deux en musique électronique. Kraftwerk, moi, ça me parle pas forcément. Peut-être aussi parce que je suis le plus jeune autour de la table. Comment on peut le définir? On les considère un peu comme les pères de la musique électro aujourd'hui. Ils ont été copiés, hein, ça a inspiré beaucoup de monde, Kraftwerk. Oui, c'est un groupe qu'on peut qualifier de matriciel dans l'histoire de la musique électronique. Hein. C'est un groupe de Düsseldorf qui a un fief qui est un studio qui s'appelle le Kling Klang Studio et qui a un endroit un peu culte, un peu mystérieux. Et c'est les premiers artistes aussi assez complets dans la relation, comme on le voit d'ailleurs hein, sur vos images, dans la relation entre musique et image. C'est des gens qui ont toujours eu une esthétique extrêmement léchée, extrêmement minimaliste, très profonde, très aboutie dans le travail graphique. Et donc qui ont créé comme ça un culte gigantesque autour de leur univers. Aussi parce que les albums sont tous extraordinaires, quoi. Il y a un matériau musical dans les albums de Kraftwerk qui est un matériau complètement fou. Et c'est un groupe mondial. Aujourd'hui, quand ils jouent, il y a 2 ans aux États-Unis dans les musées d'art contemporain, etc., ils ont fait une succession de live où ils jouaient les albums dans leur intégralité. C'est des billetteries qui se vendent en 3 minutes. Ils génèrent encore un culte aujourd'hui extrêmement puissant. Alors, est-ce que c'est aussi un moyen, finalement, pour Nuit Sonore de faire venir des jeunes, leurs parents, voire leurs grands-parents? Parce que Ralf Hutter, le membre originel de Kraftwerk, est né en 1947, par exemple. Oui, absolument. Alors, il y a une chose qui est très vérifiable à Nuit Sonore, c'est effectivement qu'on a maintenant des parents qui viennent avec leurs enfants. Ça, c'est le cas depuis quelques années, hein, puisque les fondateurs de Nuit Sonore ont passé la quarantaine aussi, hein, donc ils ont eux-mêmes des enfants. Et on avait du public qui avait 35 ans, par exemple, il y a 12 ans quand on a commencé, qui s'approche de la cinquantaine aujourd'hui, et donc ils peuvent avoir des enfants, des petits-enfants qui iront peut-être plutôt à Mini Sonore encore, peut-être pas encore sur les nuits, parce qu'il y a le festival pour les enfants 4-12 ans dans Nuit Sonore. Mais oui, bien sûr que nous on souhaite que ce soit un événement transgénérationnel. En tout cas, on n'a jamais été dans une forme de jeunisme, ni artistique d'ailleurs, parce qu'on a fait dès le début jouer des groupes de la scène rock, de la scène punk, de la scène no wave, etc. Il y en a encore d'ailleurs cette année. Hein. Il y a The X par exemple. Oui, bien sûr. Et puis on a fait jouer The Fall il y a de nombreuses années. On a fait jouer Perubu, on a fait jouer Einstürzen und Neubauten, des groupes comme ça, qui sont des groupes qui parlent plus aujourd'hui aux gens de 50 ans qu'aux gens de 20. Hein. Alors j'ai juste besoin d'un petit conseil. Supposons que je ne m'y connaisse absolument pas. Peut-être que j'ai entendu parler de Kraftwerk, de quelques grands noms, Trent Müller qui va venir cette année, Laurent Garnier, ça d'accord. Mais si moi je veux venir au Nuit Sonore, est-ce qu'il y a un espèce de mode d'emploi pour essayer de m'y retrouver? Parce qu'il y a sur la liste de participants, il y a 160 artistes. Voilà, 160 artistes et beaucoup de gens qu'on ne connaît absolument pas. Ils sont en train de défiler les noms. Il y en a beaucoup qui sont peu connus, voire inconnus. Alors comment on fait au Nuit Sonore? Déjà, je pense que c'est un festival, c'est quelque chose pour les gens qui viennent vraiment pour la musique et qui sont passionnés de musique, c'est quelque chose qui se prépare. On a aujourd'hui la chance d'avoir des outils de médiation culturelle qui sont extraordinaires sur le web, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'en allant sur le site de Nuit Sonore, pour chaque artiste, il y a les bios. Pour chaque artiste, on peut écouter du son, on peut écouter les playlists qu'on fait avec nos partenaires. On peut regarder des vidéos, on peut savoir où est-ce qu'ils ont joué avant, on peut connaître leur histoire. Et donc, il faut avoir un petit peu de curiosité, un petit peu de temps à y consacrer. Aller sur le web, regarder un peu tous ces artistes. Et puis après, dans le festival, nous on a, alors je ne veux pas la vendre particulièrement, parce qu'elle de surcroît elle est gratuite, mais on a une appli qui marche très bien et qui pour moi est vraiment l'outil indispensable pour se balader dans la complexité de Nuit Sonore. Nuit Sonore, c'est un festival nous-mêmes, on n'a jamais voulu qu'il soit simple. Il y a plein de programmes, il est très urbain, il faut un peu se faufiler, il y a une notion un peu de jeu de piste. Il faut aller sur les extras, il faut aller sur le circuit, il faut aller sur les événements gratuits, sur le payant, et puis se balader, et l'appli est très utile pour ça, je pense. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se repérer, savoir heure par heure ce qu'il y a, etc. Alors justement, vous parlez de festival urbain, c'était l'ambition dès le début d'être un festival urbain en cœur de ville. Est-ce que c'est une ambition qui risque d'être un peu difficilement tenable vu le succès grandissant de la manifestation? Vous n'allez pas être obligé
un jour ou l'autre de faire comme la plupart des festivals, de vous exiler à 20 km du centre-ville dans un parc expo ? Très honnêtement, ça fait 12 ans qu'on me pose la question et ça fait 12 ans qu'on arrive pour l'instant à tenir le coup. Non, je crois qu'on prouve encore cette année qu'il y a un potentiel. Nous, ce qui nous intéresse historiquement, c'est le patrimoine. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup montré nos qualités dans le patrimoine industriel, mais on peut aussi s'intéresser à d'autres types de patrimoine. On ne sait pas ce qui fera patrimoine dans les 10 ans ou 20 ans à venir non plus. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on occupe des lieux industriels qui ont été désaffectés il y a 10, 15, 20 ans. Mais peut-être que d'autres lieux se libéreront, peut-être qu'on pourra imaginer d'autres scénarios. En tout cas, il y a une dimension urbaine qui restera. On ne peut pas imaginer un seul instant aller à l'extérieur de la ville parce que c'est le projet lui-même qui n'aurait plus de sens. Les lieux, ça me paraît très très important. Je crois qu'il faut qu'on ait un petit mot là-dessus. On les voit d'ailleurs défiler. Il y a eu beaucoup de lieux. Je ne vais même pas faire une liste parce que ça me prendrait 3 minutes. Les subsistances, l'usine Brossette, piscine du Rhône, le musée d'art contemporain, passage Tiafet, garage Citroën. Enfin, on pourrait tous les faire. Il y a eu combien de lieux visités et pourquoi finalement aller visiter la ville comme ça ? C'était vraiment le projet initial, c'était de faire redécouvrir la ville aux gens qui l'habitent. Et ça a été peut-être un des plus beaux compliments qu'on ait eu dans les éditions successives. C'est des gens qui nous disaient, des gens de Lyon qui nous disaient c'est incroyable, on avait l'impression d'être ailleurs. Et c'est aussi le principe d'un festival, de créer une bulle, de créer un espace-temps un peu particulier où on se sent finalement dans un ailleurs éphémère, ça c'est génial. On a visité plus de 300 lieux. Dont 100 vraiment importants. Vous n'avez pas cité l'Hôtel Dieu, par exemple, qui était un truc extraordinaire, qui était pour nous... Et à chaque fois qu'on a réussi à ouvrir les portes d'un lieu, ça a été une fierté énorme. Je me souviens par exemple, sur les grandes institutions culturelles, la première fois qu'on a été tapé aux portes, c'était un peu difficile. Je me rappelle quand Guy Darmet nous a dit « Venez faire une fête à la Maison de la Danse », c'était vraiment ça a été des grands moments pour nous. Et quand on a eu les clés du garage Citroën, endroit tellement génial où les toits de la gare de Perrache, à les lacs, endroit formidable. On a réussi à avoir des vues sur Lyon. À chaque fois, quand on a poussé la première fois la porte de l'usine Essélie à Vèze, cette ancienne usine d'ampoules qui avait été construite en 1905, qui était délocalisée, qui était un lieu d'une beauté sublime que personne n'avait jamais vu. Et on a réussi après à faire revenir les anciens ouvriers, à regarder avec eux. D'ailleurs, on avait fait un sujet avec France 3 à cette époque-là là-dessus. Et c'était des moments magiques vraiment. Et voilà, cette appropriation du territoire par un événement culturel très contemporain. Ce choc aussi entre patrimoine et modernité, c'est un truc formidable, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on aime ça, quoi. Est-ce qu'il reste un lieu que vous aimeriez, que Nuit Sonore aimerait investir ? Il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de lieux qu'on a identifiés, repérés. Après, il y avait des magnifiques usines aussi, certaines ont disparu. On a eu aussi des petits drames, hein, des endroits, notamment à la Confluence ou notamment à Oulin. Il y avait des usines extraordinaires qu'on n'a jamais pu utiliser parce qu'elles ont été détruites. Mais on va continuer comme ça, cette petite promenade urbaine à dénicher. Alors, ça m'a donné moi aussi une chance énorme, c'est que je connais cette ville comme ma poche maintenant, quoi. Voilà. Et rapidement, si vous deviez garder un souvenir de ces 12 éditions, un seul, ça serait quoi ? Alors, malheureusement, je suis un peu obligé de citer toujours le même, mais il n'a toujours pas été détrôné. C'est le premier set de Laurent Garnier à Nuit Sonore en 2005, qui a fait la clôture de l'édition au Salin du Midi. C'est cette très très belle usine qui est maintenant était en grande partie détruite, mais qui est un restaurant aujourd'hui. Il faisait la clôture, on souhaitait l'inviter dès la première édition, il n'était pas venu là en 2003, pas venu en 2004, il est venu en 2005, dernier set, il doit finir officiellement vers 6h du mat, je crois, il finit à 8h30 du mat, il reste, je crois qu'il y a moins de 10% des gens qui sont partis, la salle est comble, il fait grand jour, et un moment de catharsis vraiment, je crois, entre l'artiste, l'équipe, le public, et on s'est dit, là on est en train de toucher quelque chose d'assez délirant. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Vincent Carry d'avoir été notre invité. Je rappelle que les Nuits Sonores auront lieu donc du 28 mai au 1er juin cette année. Merci beaucoup Antoine. Tout de suite, les programmes de France 3 cet après-midi. Ne ratez pas à 15h25 Enquête de région de Vieux en mieux et à 16h20 Chronique d'en haut dédiée à Napoléon et à sa grande traversée des Alpes. Dans les remerciements, comment ne pas citer cette merveilleuse équipe technique qui m'a assisté pendant la préparation de cette émission et notamment Daniel Digard. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.